Je pense qu'ils ont fait lever le niveau d'expectation de la salle au plus haut niveau, là. Alors pour me donner un peu d'espace, puisque j'ai beaucoup de temps, j'ai 12 minutes, hein, il paraît que c'est super long. Je vais remercier deux personnes. Marc, qui est mon ancien patron il y a 25 ans, qui est devenu mon mentor et qui m'a inspiré ce que je vais vous raconter aujourd'hui il y a 25 ans et que j'ai construit petit à petit grâce à lui. Et puis une deuxième personne, Claire, qui m'a aidé en fin de compte à maîtriser le chaos de mon cerveau et qui, depuis 2 mois, me fouette au sang pour réussir à me faire entrer dans ces 12 minutes dont je grille déjà 20 secondes. Je peux aussi imaginer le luxe que je prends, parce qu'elle a été très très forte. Donc, voilà, donc je suis designer, donc je dessine des choses, des objets, donc des logos, des objets, des espaces pour des marques. Et au-delà de ça, j'enseigne, parce qu'en fin de compte, mes étudiants apprennent plein de choses. Donc c'est l'avantage d'aller enseigner, c'est qu'on apprend des choses. Et en l'occurrence, la première chose que j'apprends, c'est la sincérité et le fait d'être direct et d'être parfois naïf dans les questions qu'ils posent. J'enseigne le développement et la construction de marques, ou la création de marques. Et tous mes cours commencent chaque semestre, chaque année, par la même question. Est-ce qu'on n'est pas en train de développer des systèmes cyniques, empreints d'un capitalisme sauvage, pour créer des besoins là où les gens n'en ont pas? Donc déjà, je leur dis qu'on ne crée pas de besoins, dans le meilleur des cas, on les satisfait. Et puis on peut parfois créer des désirs. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est pas de savoir si les marques sont éthiques ou si elles sont cyniques, parce que ce serait un jugement de valeur, et en jugeant, on se ferme beaucoup de portes. Mais plutôt de se dire ce qui anime ces marques, et au-delà de ce qu'on peut juger de ce qu'elles font, voir les raisons pour lesquelles elles le font. Et j'essaie de les engager à découvrir que les marques, et c'est un peu la conclusion, donc tout le reste n'a aucun intérêt, je vous le dis comme ça, il n'y a pas d'attente, c'est que les marques, en fin de compte, je leur dis, essayez de voir si les marques n'ont pas un inconscient, et que cet inconscient, qu'on les marque, et qui transcende votre propre conscience, les engage pas elles-mêmes à se créer une sorte de conscience, une conscience collective. Voilà. Donc là, j'ai tout dit, maintenant je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé, parce que ça a été un peu laborieux. En fait, ça a commencé en novembre 97, j'ai une mémoire des dates, voilà. J'ai fait un cauchemar absolument atroce et je me suis réveillé un soir, mais vraiment avec un sentiment d'angoisse qui est innommable. Apple venait de disparaître. J'ai fait le cauchemar qu'Apple n'existait plus. Pour remettre tout dans le contexte, en 97, Apple a 2% de part de marché. C'est-à-dire que les mecs qui achètent des Apple, déjà ils sont motivés. Apple n'est compatible avec aucune imprimante, aucun projecteur vidéo. Rien. Il n'y a pas de typographie développée. C'est un monde clos, une sorte de secte, un peu solitaire, mais très fière d'appartenir à ce qu'elle appartient à elle-même. Et donc, en fin de compte, dans cette réflexion, je me dis, mais pourquoi je suis tellement angoissé à l'idée qu'Apple disparaisse? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui m'est arrivé de mieux, c'est d'avoir un ordinateur qui marche, alors que celui-là a du mal à marcher. Mais en faisant la perspective de me greffer une sorte de prothèse mécanique, un PC, me pèse. Et en plus, là, il est 3h du matin, quand même, quand je pense à ça, je vous dis, parce que je n'étais pas tout à fait... Et je me rends compte, en fin de compte, en pérégrinant, que ce qui me rattache à l'idée de cette angoisse, de la disparition d'Apple, c'est pas tellement ce que Apple fait, mais c'est ce pourquoi elle le fait, en fin de compte. C'est ce qu'elle représente. Et je me dis, en fin de compte, ce qui va m'angoisser, c'est que la seule entreprise, peut-être, qui partage avec moi une certaine vision du monde, va disparaître. Cette vision que l'humain a plus de valeur que la machine. Alors, le débat est éternel, il date du 19e siècle, mais... eux, ils l'ont porté à son paroxysme. L'idée qu'en fin de compte, l'intelligence est plus importante que la performance. Moi, ça m'arrange parce que la performance, ça me fatigue. Dans les grands groupes, on est obligé d'être performant tout le temps. Et donc, en fin de compte, je me dis que cette disparition-là a beaucoup plus d'importance que la simple disparition d'un ordinateur, somme toute parfois beau, esthétique, intéressant, ergonomique. Mais c'est ça qui m'angoisse. Et je me rends compte que ce qui me rattache à Apple, c'est pas tellement ce que je comprends, mais c'est ce en quoi je crois et le fait que je partage cette croyance avec elle, avec cette marque. Alors pour essayer d'avancer, mon maître m'engage à des lectures un peu plus intellectuelles que ce que j'avais à l'époque, et il me donne des livres de Lévi-Strauss, le cru et le cuit, enfin des choses qui sont pas du tout rigolotes, je ne le conseille pas. Et donc je lis ces livres, et en fin de compte, en lisant ces livres, je me rends compte que Lévi-Strauss a théorisé sur les croyances, et il a compris des choses exceptionnelles sur les croyances. En fait, pour des raisons politiques qu'on connaît, il fuit la France durant la Seconde Guerre mondiale, il se retrouve bloqué dans un village d'Amérique du Sud et n'ayant rien à faire, il le dit lui-même, il s'ennuie. Il se promène dans la forêt amazonienne à la découverte de différentes populations et il rencontre 2 tribus de même nature quasiment, de même population, quelques kilomètres d'écart, même endroit. Et il se rend compte que ces deux tribus ont généré des cultures totalement différentes, dans un contexte qui est quasi similaire. Alors, il est fasciné par ces différences, il essaie de les comprendre. Alors comment il les voit, ces différences? Parce qu'il les voit parce que ces tribus émettent des signes qui sont différents. Elles ont une manière vestimentaire de s'habiller différente, elles ont des habitats qui sont différents, elles ont une langue qui est aussi différente, une cuisine qui est différente.
Alors il essaie de comprendre pourquoi autant de différences pour des gens qui pourraient être aussi similaires, un peu comme Sparte et Athènes en quelque sorte. Et creusant, il se rend compte qu'elles n'ont pas les mêmes règles de vie, elles n'ont pas les mêmes interdits. Et ces règles, ce sont des rituels, une codification qui ordonne et organise la tribu. Et il se rend compte que ces règles, en fin de compte, sont rattachées à quelque chose de supérieur, à une croyance. Et il va comprendre qu'en fin de compte, ce qui définit la différence de ces deux cultures, c'est qu'elles ne croient pas dans les mêmes choses. Ces deux tribus, l'une au milieu de la forêt, croit dans les oiseaux et le ciel, l'autre dans la rivière et les poissons. Et donc, en fin de compte, de manière totémique et de manière mythologique, ils ont accroché leur système de valeurs à des croyances différentes qui se raccrochent à des mythes différents. Alors, je me dis, ça c'est super intéressant, parce que si on peut se dire que moi je crois en Apple et donc je m'accroche à quelque chose chez Apple, c'est que cette croyance, elle peut être organisée, structurée de manière raisonnée, donc de manière logique. Donc je creuse un peu plus loin et je commence à développer des théories analytiques, me servant de sémiologie, d'anthropologie, pour analyser les marques, en me disant peut-être que je vais comprendre le fondement des croyances des marques. Et puis un jour, j'ai une mission chez une grande entreprise, je ne peux pas dire laquelle, mais qui est dans la compétition et dans le sport, et donc je leur présente différentes mythologies autour de la sportivité, en leur disant, voilà, si vous voulez être une marque de sport et une marque dans la sportivité, il y a différents types de mythologies dans la sportivité. Et au moment où je commence ma présentation, j'entends au premier rang... pas suffisamment fort pour que tout le monde l'ait peut-être entendu, mais enfin suffisamment pour que moi je l'entende, quelqu'un qui dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Alors, est-ce que c'est le truc de l'ascenseur quand il se passe, quelqu'un fait un vent et personne n'ose se retourner. Bon. Et donc je me dis, est-ce que je fais du style, hop, j'ai entendu, je fais hop une pirouette et je repars. Et puis comme je ne suis pas de cette nature-là, donc je finis par dire, j'ai entendu un commentaire, peut-être quelqu'un a quelque chose à dire. Personne ne répond pas. Et donc, je dis, bon, apparemment, il y a un avis contraire aux théories que je développe. Alors, on va prendre un exemple et vous allez vous rendre compte que si vous ne pensez pas que ça marche pour votre marque, ça peut peut-être marcher pour votre marque. Sauf que je n'ai pas d'autres exemples, en fin de compte, parce que je suis au début de mes théories et donc, je n'ai pas des dizaines de clients à qui j'ai fait des spectres anthropologiques. Bon. Et donc, en fin de compte, je réfléchis, je cherche une marque, et puis, il me vient, je me dis, il faut qu'une marque que tout le monde connaisse, et puis, je pense à Apple. Je dis, ben voilà, Apple. Alors, question à la salle. Pourriez-vous me dire quel est le but fondateur d'Apple? Mais je leur dis ça avec le sentiment de le savoir, mais je ne sais pas du tout. Hein. Et donc, je me dis, il y a quand même un mec qui va le trouver quand même avant moi. Bon, ils sont 70. L'intelligence collective de cette salle va m'aider. Bon, rien. Donc, il se passe strictement rien. Donc, j'attends que quelqu'un me sauve la mise. Et donc, personne. Alors, je prends un pas de recul. Je dis, bon, très bien. Alors, la question est un peu difficile. Je vais simplifier la question. Et je leur dis alors, on va définir le rite, c'est plus facile, un rituel. Le rite, c'est en quelque sorte le mode relationnel que l'entreprise veut établir avec le reste du monde, avec ses concurrents ou avec ses clients. Bon. Et là, au fond de la salle, et ça je dois dire que j'ai vécu longtemps au fond de la classe. Donc je sais qu'au fond de la classe, il y a toujours les meilleurs. Et donc au fond de la salle, il y a un gars qui lève la main et qui dit « oui, j'ai une idée ». Alors je lui dis bah, « écoutez, je vous écoute ». Et le gars me sauve la peau. Parce que moi-même, j'avais toujours pas trouvé le rite d'ailleurs. Et il dit la désobéissance. Et là, je reprends la balle au bon et je dis effectivement la désobéissance. Et donc, je me confesse, tout le monde le sort aujourd'hui. Et donc, en fait, effectivement, la désobéissance. Mais je dis, mais la désobéissance à qui? Alors là, les gens rumurent dans la salle, et puis quelqu'un me dit Microsoft. Et je dis oui, effectivement, c'était pas l'année dernière, hein, c'était il y a déjà 15 ans. Et donc Microsoft, je dis oui, effectivement, Microsoft. Mais je leur dis, et c'était qui avant? IBM, Microsoft, aujourd'hui Google. Je dis mais c'est qui ça, IBM, Microsoft, Google? Parce qu'on s'en fiche de son entreprise. Je leur dis en fin de compte, c'est la représentation de l'autorité du marché. En fin de compte, Apple ne désobéit qu'à une seule personne, celle qui fait la loi. Et qui c'est qui fait la loi dans la vie? Je ne fais pas de prosélytisme, hein, c'est Dieu. Et en fin de compte, le mythe fondateur d'Apple, c'est peut-être quelque chose qui se rattache au péché originel. L'idée qu'en fin de compte, la marque n'existe que parce qu'elle combat l'autorité centrale du monde dans lequel on vit, de l'organisation du système. Et d'ailleurs, quand Apple est suffisamment fort pour générer une nouvelle loi, il désobéit à sa propre loi sans que personne ne parle d'incohérence. Tout le monde fait des produits gris, ils les font en couleur. Dans 2 minutes, je suis mort. Les gens, ils font des produits gris, ils les font en couleur. Quand les gens les font en couleur, ils les font blancs. Quand les gens les font blancs, ils les font en métal. Et en fin de compte, personne ne se dit que cette marque est chaotique.
elle suit sa croyance. Alors là, un peu plus loin, je me dis, bah, c'est génial, au moment où j'ai quand même réussi à démontrer ça, je reviens à ma place après avoir parlé à la salle, et je vois sur mon ordinateur la pomme croquée. Je me dis, et alors là, la salle, en délire, applaudissements, enfin ils étaient 70, mais bon, c'était quand même pas mal. Et donc je sauve ma peau, je sauve ma présentation et je finis mon histoire. Quelques mois après, j'étais chez un client anglais dont le conseil personnel, c'était monsieur Wolf Hollins. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Wolf Hollins, c'est un des grands-pères du design corporate, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, c'est un vieux monsieur déjà à l'époque, mais c'est un de ceux qui a structuré mon métier, qui a été pour moi un point de référence. Et donc, à la fin de la réunion, je vais voir M. Hollins et je lui dis, M. Hollins, vous êtes, je crois, contributeur du logo d'Apple. Il me dit, ouais, il n'a pas envie de me parler. Donc, il me dit, oui, tout à fait. Alors, je dis, mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce logo? Alors, un peu comme une sorte de disciple devant un maître. Et donc, il me dit, il y avait un logo, c'était la pomme de Newton, un logo comme ça, avec une pomme de Newton, et puis il y avait Picto, les icônes, le Macintosh. Et donc, voilà, l'icône, la pomme, paf, le logo. Je pense qu'il n'avait pas envie de me parler. Je pense qu'il était assez vexé quand un designer français vient de donner des conseils à une marque anglaise. Et donc, là, je suis un peu interloqué. Je dis, mais attendez, je me dis, il est fou, il n'a pas mes croquis, il m'en parle même pas. Alors, je lui dis, mais monsieur Hollins, tout ça en anglais, parce que je sais le faire en anglais. Donc, monsieur Hollins, mais la pomme, elle est beaten apple, elle est croquée, la pomme. Et là, il me regarde avec un air très renfrogné et il me dit, mais so what? Je dis, mais pourquoi vous l'avez fait croquer, la pomme? Parce que je lui mets les pieds dans le plat. Et là, il me dit, mais c'est more rock'n'roll. Et il part. Il part, et alors le client était déjà parti, et je me retrouve tout seul dans une salle de réunion. Je m'assois sur le fauteuil, j'étais catastrophé. Je me dis, ça fait des mois que je mens à des dizaines de gens en leur racontant qu'en fin de compte, le mythe fondateur d'Apple, c'est le péché originel. Et en fait, le temps que ça me monte au cerveau, parce que j'étais quand même sous le choc, je me rends compte qu'ils viennent faire la deuxième démonstration importante, c'est qu'en fin de compte, la croyance est une chose, mais le pouvoir de la croyance, c'est qu'en fin de compte, c'est pas conscient, ça va au-delà de la conscience. Et ils viennent me démontrer que lui-même a été manipulé par la propre force de la marque. Le fait que cette marque génère une croyance tellement forte qu'elle transcende même sa conscience et celle même des clients de la marque. Comme ça a été le cas pour moi, puisqu'en fin de compte, il a fallu un cauchemar pour que je me réveille au milieu d'une nuit pour comprendre pourquoi j'aimais tellement la marque Apple. C'est qu'en fin de compte, attaché à la marque, une sorte de lien fort et indélébile, parce qu'en fin de compte, j'étais lié à cette croyance. Voilà. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en définitive, c'est que cette croyance, on peut dire, ben, so what, une fois qu'on a que la marque a une croyance, bon. Ben, en fin de compte, cette croyance, elle a un pouvoir. Elle crée du lien social. Alors on peut toujours se dire que c'est toujours au bénéfice des profits de l'entreprise, puisque le lien social va s'établir entre les gens qui travaillent dans l'entreprise et ceux qui en deviennent clients. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'en fin de compte, ce lien social et cette conscience que la marque génère, liée à ce pouvoir inconscient de ses croyances, crée une conscience qui devient collective. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'une conscience collective n'appartient même plus à celui qui l'a générée, en l'occurrence la marque. Elle peut la guider, elle peut la nourrir, elle a le devoir de la nourrir. Mais elle ne peut pas la contrôler. Parce que cette conscience devient communautaire. Et l'ère de l'Internet est encore plus fort. Regardez ce qui s'est passé. Gap change de logo. Ils avaient un carré bleu avec une typo blanche très très belle. Ils font un carré bleu avec une grosse typo noire sur Internet. Ils font n'importe quoi. La conscience collective de tous les clients des internautes agrégés, même de ceux qui ne sont pas clients de la marque, s'élève en leur disant c'est n'importe quoi. Et eux d'oser dire aux internautes, mais écoutez, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Et des internautes très judicieusement de leur dire embaucher une agence de design. C'est véridique. Hein, et donc, je prends souvent l'exemple parce qu'il est quand même assez démonstratif. Et donc, en fin de compte, de se rendre compte que cette conscience collective, elle a ce pouvoir-là de créer du lien social, mais d'avoir aussi des vertus, d'avoir des vertus éthiques. Et peut-être qu'en fin de compte, au fond de moi, le cauchemar que j'avais fait, c'est qu'un jour, j'avais eu j'avais le sentiment que la disparition d'Apple, c'était peut-être cette disparition de ce pouvoir, cette conscience collective, qui pour moi était en fin de compte une seule chose, c'est qu'Apple, grâce à sa conscience collective, était une marque vecteur de progrès. Voilà. Merci.